Même si elles sont bien documentées depuis l'Antiquité, les techniques d'extraction des métaux précieux semblent toujours mystérieuses à la plupart des gens. C'était particulièrement le cas au 16e siècle avec les techniques d'analyse de minerais aurifères et argentifères, qui étaient alors considérées comme des opérations d'alchimistes. La métallurgie de la Renaissance avait cependant distancé l'alchimie depuis très longtemps. Si les techniques utilisées pour déterminer la valeur d'un minerai impliquent une vaste gamme de réactions chimiques, la procédure concrète est par contre très simple et très facile à comprendre. En fait, ces principes de base sont si élémentaires qu'ils n'ont pas été modifiés depuis des siècles. Dans les minutes qui suivent, nous allons donc jeter un coup d'œil sur les principales étapes d'une analyse. La fonte au creuset, le détachement du plomb, la coupellation et la séparation à l'acide. Le travail débute par le broyage et la pesée des échantillons de minerais qui sont déposés dans de creusets avec des additifs et de l'oxyde de plomb. Les creusets sont ensuite mis au four pour 1 heure. À l'intérieur des creusets, l'oxyde de plomb est lentement réduit en plomb métallique et descend à travers le mélange en entraînant avec lui les métaux précieux. Le reste forme alors une masse de scorie au-dessus du plomb. Au bout d'1 heure, nous ouvrons la porte du four. Les creusets sont saisis à l'aide de pinces et leur contenu liquide brûlant est vidé dans des moules spéciaux de forme conique. Ces moules servent à faciliter la séparation du métal d'avec les scories. En tombant au fond du moule conique, le plomb forme alors une pointe appelée culot qui peut être détachée plus facilement par le métallurgiste. Une fois que le tout est refroidi et solidifié, l'essayeur saisit chaque bloc de scorie et les frappe à coups de marteau pour en séparer les culots de plomb. Il continue l'opération sur l'enclume pour briser les derniers éclats de scorie vitreuse et ainsi s'assurer que rien n'adhère au plomb. Ce morceau de plomb contient maintenant l'or et l'argent présents dans l'échantillon à l'origine. Ces culots de plomb sont pesés, car dès cette étape, il est possible de se faire une idée approximative de la qualité du minerai que l'on teste. Ceux-ci sont déposés dans des coupelles préchauffées. Il s'agit d'un contenant fait de cendres comprimées qui sert de filtre pour les métaux fondus. Dans un four bien ventilé, le plomb ou les autres métaux tels que fer, zinc, nickel, cuivre sont peu à peu oxydés. Cet oxyde de plomb ou d'autres métaux passe ensuite à travers les parois poreuses des coupelles qui retiennent en surface l'or et l'argent. Ainsi, au bout d'1 heure environ, tout le plomb présent au départ est disparu. Mais au fond de chaque coupelle se trouve une petite bille de métal précieux brillante que nous apercevons justement au centre des coupelles qui sortent du four. Un essayeur expérimenté peut tout de suite tirer des conclusions sur la valeur du minerai en regardant la taille de ces billes. Mais l'utilisation d'une balance déterminera avec plus de précision la valeur réelle de l'échantillon.
Mais les essais ne sont pas pour autant terminés, car les billes contiennent un alliage d'or et d'argent dont il faut déterminer les proportions. Pour ce faire, on élimine l'argent grâce à l'acide. Cette opération est possible parce que l'or est un métal inattaquable. Les billes sont dans un premier temps aplaties au marteau pour former une feuille de métal et ainsi augmenter leur surface de contact. Elles sont ensuite déposées dans une solution d'acide nitrique appelée eau forte au 16e siècle. Le processus peut être accéléré en chauffant l'acide. À la fin de la réaction, il ne reste que les parties aurifères des alliages noircis qui, une fois pesés, nous donnent les proportions réelles en or et en argent de l'échantillon.